Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va bien sûr parler de la réforme des retraites dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot de l'Ukraine. D'après plusieurs médias allemands, le chancelier allemand Olaf Scholz va annoncer aujourd'hui la livraison de chars lourds, des chars Léopard en l'occurrence, à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que la France doit faire la même chose et livrer des chars Leclerc? Oui, je le pense. C'est pas une décision qui sera facile à prendre, mais elle doit être prise. On doit être aux côtés de l'ensemble des alliés et on doit être aux côtés des Ukrainiens. Mais attention, parce que ça participe également à une certaine forme d'escalade. C'est bien livrer du matériel, ce n'est pas participer avec nos hommes à ce conflit. C'est pour vous une ligne rouge. Il ne doit pas y avoir de soldats français engagés. Tout à fait, comme ces chars-là, pour lesquels du personnel ukrainien devra être formé, la mise à disposition des chars, ça peut intervenir très rapidement. La formation, ça demandera plus de temps, mais il est évident aujourd'hui, c'est que nous devons aider les Ukrainiens à faire reculer les Russes et que nous puissions revenir également aux frontières de 2014. C'est très important, mais ne pas aller au-delà avec ces chars. Mais je pense que Vladimir Poutine doit comprendre que nous sommes résolument, de façon totalement déterminée, dans le camp de la liberté et que nous voulons à tout prix que tout ceci cesse. On ne peut pas rentrer dans une forme de guerre d'usure à laquelle on s'habituerait, c'est pas possible, parce que pendant ce temps-là, il y a toujours des victimes, énormément de victimes, et on le voit tous les jours, et plus particulièrement sur votre antenne. Dans ce monde tel qu'il évolue, Emmanuel Macron a décidé une nouvelle loi de programmation militaire, 400 milliards d'euros sur 7 ans. Est-ce que c'est un montant qui vous paraît le bon? Est-ce que vous soutiendrez de là où vous êtes cette décision? Oui, même si je pense qu'il ne s'agit pas de jouer les Monsieur Plus, c'est que la barre, ça peut sembler infime, était plutôt aux alentours de 430 milliards d'euros sur cette période, pour nous permettre non pas seulement de maintenir, mais de pouvoir également nous projeter et de pouvoir également aller plus loin dans la modernisation. Ça peut vous sembler, oui, bon d'accord, il est dans l'opposition, il veut 430, non pas du tout. Là encore, c'est pour travailler avec un certain nombre d'experts de ces questions, parce que je pense également que si l'on parle de souveraineté, d'indépendance, il faut s'en donner les moyens, de façon à nous puissions intervenir davantage. Prenez par exemple, on voit bien que c'est dans le secteur de l'Indo-Pacifique où nous devons renforcer notre présence. Oui, mais il ne faut pas non plus baisser les bras ou penser que notre présence en Afrique n'a plus de sens. Elle a du sens. Même on voit bien si elle est aujourd'hui remise en cause aujourd'hui par certaines autorités comme au Burkina qui nous demandent de partir. Oui, mais aussi pourquoi? Parce que c'est les Russes qui sont derrière. C'est avec Wagner qui sont derrière, mais je suis intimement convaincu que nombre de pays africains reviendront de cette situation en se rendant compte de ce que fait exactement Wagner ou de ce que veulent les Russes. Donc l'influence de la France ne se conjugue pas au passé? Non, mais elle peut se conjuguer aussi au présent et à l'avenir sur un cas très précis. On a parlé de l'Ukraine. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Arménie. C'était justement les Russes qui étaient là pour préserver vraiment le cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le corridor de Letchine qui est complètement bloqué et qui met dans une situation impossible les populations du Haut-Karabakh. Là, la France doit aussi prendre l'initiative pour que ce qui est en train de se passer, cette asphyxie de ce territoire, pour faire fuir les populations. Initiative diplomatique ou pour le coup par une fourniture militaire de matériel? Diplomatique. Là, nous avons absolument besoin d'être aux côtés des Arméniens de façon à les protéger. Et encore une fois, les projecteurs sont beaucoup braqués sur l'Ukraine et c'est normal, mais ce qui se passe en Arménie, c'est quelque chose d'horrible et nous devons aussi y mettre un terme et c'est le rôle de la France. Alors aujourd'hui, l'une des préoccupations dans notre pays, c'est bien sûr ce qui va se passer autour des retraites. On a appris hier que la CGT Cheminots et Sudrail annonçaient déjà une grève les 7 et 8 février, un mouvement reconductible même potentiellement à partir de la mi-février. Ça va tomber pendant les vacances scolaires, dans toutes les régions une à une. Est-ce que vous soutenez ou est-ce que vous condamnez ce mouvement? Non, attendez. Le droit de grève est constitutionnel, d'accord. Les abus du droit de grève, les excès du droit de grève, c'est tout simplement pas possible de les tolérer. Et je pense qu'il ne Là, on est dans un excès ou un abus? Ah bah là, de cibler à chaque fois les vacances pour bloquer les Français, évidemment que c'est un abus. Et d'ailleurs, nos lois doivent évoluer. J'ai porté moi-même à l'époque la loi sur le service minimum qui oblige à se déclarer, mais qui fait aussi que ceux qui font grève sont plus payés aujourd'hui. Alors que pendant très longtemps, ça a été le cas. Et qui fait dire à Philippe Martinez que c'est un frein à la grève, cette obligation de se déclarer à l'avance. Et il veut que je le plaigne, M. Martinez, peut-être? Quand vous voyez son attitude, à un moment donné, il voulait couper les compteurs des parlementaires qui n'étaient pas d'accord avec lui. Le vrai sujet, c'est que la CGT, elle défend la CGT, elle ne s'occupe pas de l'intérêt général des Français.
Et M. Martinez, qui est sur le départ, il est en train de complètement louper son départ. Je ne suis pas sûr qu'il ait réussi et son arrivée et son mandat. Il y a aujourd'hui des syndicats qui ne sont pas d'accord avec cette réforme, mais qui n'ont pas cette attitude jusqu'au boutiste. Vous pensez à la CFDT, par exemple, qui Oui, ne s'associe mais pas à ce type d'action. pas seulement la CFDT. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si on avait voulu vraiment trouver un accord, il fallait poser les choses autrement que ne l'a fait le gouvernement. De quelle manière ? Si vous demandez des efforts, et la réforme des retraites, elle est indispensable. Moi-même, j'ai toujours plaidé pour dire, si on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, 2 années de plus. Je l'ai toujours dit, je l'assume. Ce que fait le gouvernement cette fois. Et je le répète devant vous. Mais je disais qu'il fallait en même temps, tiens, le en même temps qui a été oublié cette fois-ci, un maximum de justice. Or là, la réforme est avant tout comptable et elle a oublié la justice. Alors, en quelque sorte, ils sont en train de passer au rattrapage en disant, mais si, cette réforme est juste. Mais quand le gouvernement parle de justice, il est tout sauf crédible. Alors prenons des exemples, Xavier Bertrand. Il y a le cas des carrières longues qui a fait réagir. Il y a certaines personnes qui vont se retrouver à cotiser non pas 43, mais 44 annuités. Est-ce que si ça se confirme, vous direz il faut voter contre ce texte ? Est-ce que c'est un motif suffisant pour s'opposer à la réforme ? Aujourd'hui, je ne soutiens pas, je ne voterai pas ce texte si j'étais parlementaire. Et pour le faire, pour changer de position, j'ai 3 conditions. La première injustice, c'est le fait que ceux qui ont commencé à travailler entre 18 ans et 20 ans, pour eux, ça ne sera pas 43 années, comme l'avait dit Mme Borne, ça sera 44 années de cotisation. Et pourquoi ils vont faire 1 an de plus ? Je demande au gouvernement de revenir sur cette disposition et de dire, vous avez 43 années de cotisation, vous partez à taux plein. Première chose. Deuxième chose, les régimes spéciaux, tiens, les grands oubliés de cette réforme. À la fin de cette réforme, c'est-à-dire à la fin de cette décennie, il faut qu'on en ait terminé avec les régimes spéciaux. Autrement... La clause du grand-père ne suffit pas pour vous dire ce sera pour les nouveaux entrants. Donc ça veut dire que ça s'éteindra dans 43 ans. Et puis quoi encore ? Jamais. 43 ans, quasiment un demi-siècle. Mais ils sont pas sérieux au niveau du gouvernement. Et en plus, de mettre un terme aux régimes spéciaux permet également d'apporter des économies dans le système et de financer les mesures dont je vous parle. Parce que bien évidemment qu'il faut financer. Et de mécontenter encore davantage les syndicats et de bloquer peut-être encore davantage le pays aussi. C'est fait avec un souci d'apaisement social. On joue la carte de l'intérêt général où c'est, d'une certaine façon, la peur, la crainte du gouvernement qui n'est pas si courageux que ça, contrairement à ce qu'il nous indique. Et la troisième injustice, c'est la question des femmes. La question des femmes. Aujourd'hui, nombre de femmes, trop de femmes, ne partent pas à la retraite à 62 ans. Elles ne partiront pas à 64 ans, elles partiront à 67 ans. Celles qui ont eu des carrières fractionnées, comme l'on dit. Le sujet est très simple, c'est que pendant très longtemps, ces femmes n'ont pas travaillé. Ce n'est pas la question d'élever les enfants et d'avoir des trimestres en plus, c'est qu'elles l'ont fait pendant des années et elles se sont remises à travailler beaucoup plus tard. Aujourd'hui, c'est 67 ans. Pour toutes ces femmes, nous devons valider les trimestres pour qu'elles puissent partir à 65 ans. Au lieu de 67 ans. Mais quand le gouvernement vous dit il y a les trimestres maternité, il y a le congé parental qui va être pris en compte, il y a le congé proche aidant qui va être pris en compte, tout ça, ça contribue aussi à augmenter le nombre de trimestres qui sont pris en compte dans le calcul de la retraite. Ils apprennent, ils comprennent la vie des Français en lisant des tableurs Excel, en lisant des statistiques, des enquêtes. Hier encore, une dame m'expliquait, elle ne travaillait pas et elle a élevé ses enfants, ses 2 filles, jusqu'à ce qu'elles soient adolescentes. Ça ne rentre pas en ligne de compte, ce que propose le gouvernement, ce n'est pas du tout à la hauteur. Et donc, elle a fait son calcul, sa retraite, pas 62, 64, ça sera 67 ans et une toute petite retraite. Voilà pourquoi il faut des retraites minimum et voilà pourquoi il faut lui permettre de partir avant 67 ans. C'est-à-dire qu'on offre des trimestres gratuitement Mais aux on femmes. offre gratuitement, c'est des gens qui symbolisent le travail, qui ont aussi élevé leurs enfants. Regardez, aujourd'hui, on voit les statistiques et j'entends aucune réponse, aucune réaction sur notre politique nataliste qui est en train de flancher. Or, derrière, c'est la marque d'un pays qui n'a plus confiance en l'avenir. Vous diriez quoi ? Comme Éric Zemmour, faut filer 10 000 € par la naissance d'un enfant dans une zone rurale ? Non, mais attendez, les propositions de Zemmour, si elles avaient tenu la route, il n'aurait pas fait ce score-là. Zemmour... Il a fait plus que la candidate des Républicains à la présidentielle. Zemmour, terminé. Bon, le vrai sujet aujourd'hui, moi je vous parle de justice. C'est pas de toucher l'argent, c'est tout simplement de pouvoir partir plus tôt. Donc il y a 3 conditions pour moi qui sont incontournables. C'est 43 ans, vous partez à taux plein. Deuxièmement, les régimes spéciaux, on y met un terme. Et les femmes, notamment, avec cette mesure, elles partiront avant 67 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Sujet dont personne ne parle. Hein. Mais parce que ça fait partie les femmes, ça occupait une bonne partie des questions du gouvernement hier. Les 67 ans versus 65, comme je le propose, c'est les invisibles de la société française. Ce sont parfois des femmes que certains ne regardent même pas en passant à la caisse.
dans un supermarché, dans une supérette, ou sont celles qui peuvent faire le ménage très tôt le matin. Or, ces invisibles existent, ils travaillent, ils symbolisent le travail. Donc vous ne Un peu de justice, je pense que c'est indispensable pour faire adapter et faire accepter cette réforme. Vous ne croyez pas à la bonne foi du gouvernement quand Elisabeth Borne dit c'est une réforme de progrès, de justice et on est prêt à l'améliorer dans le cadre du débat parlementaire. Le gouvernement n'a pas dit non à tout. Il a dit il faut qu'on garde absolument deux lignes rouges, pas de hausse des cotisations, pas de hausse des impôts et un équilibre du système en 2030. Tout le reste est discutable. Est-ce que vous dites très bien, banco, dans ce cas-là, les conditions sont réunies? Ce sont les trois conditions que j'ai posées, que je ne suis pas le seul à porter. Il y a beaucoup de parlementaires, beaucoup de députés, notamment LR, mais pas seulement. Il y a aussi le groupe Liot à l'Assemblée nationale, qui, s'il n'y a pas une évolution, s'il n'y a pas ces conditions de justice respectées, qui ne sont pas prêts à voter ce texte. Ça veut dire que la vous êtes balle prêt est dans le camp du gouvernement. Et la question, c'est est-ce que Mme Borne, c'est Mme Niette ou pas? Et puis, vous pouvez aussi écouter d'autres membres du gouvernement. Monsieur Riester a lui-même dit hier, c'est vrai qu'il y a un problème avec les femmes. Alors, s'il y a un problème de justice pour les femmes dans cette réforme, que l'on lève cette injustice et que l'on accepte les conditions. Elles vont devoir travailler un peu plus longtemps, mais elles vont aussi voir leur pension s'améliorer davantage financièrement que les hommes, du fait de leur cotisation plus longue. Oui, il y a aussi un autre sujet, c'est les 1 200 €, tout le monde avait compris. C'est du net ou c'est du brut alors? Pour le moment, c'est du brut, vous avez raison. Mais on peut aller un court instant plus loin. Regardez bien un peu la manipulation du gouvernement. Le minimum contributif, c'est 85% du SMIC net. Et ça devient du brut. Les alchimistes transformaient le plomb en or. À le gouvernement, ce n'est pas des alchimistes. Aussi parce que eux transforment l'or en plomb, ils transforment le brut en net. C'est pas normal. Mais ça veut dire, Xavier Bertrand, si on va au bout de votre logique, vous dites la réforme, elle est nécessaire, vous dites elle doit être plus juste, ça s'entend, mais donc vous êtes prêt à prendre le risque que cette réforme échoue et que le système de retraite ne soit pas réformé. Je vous fais des propositions. 2 ans de plus, c'est incontournable. C'est incontournable. Parce qu'autrement, même nos jeunes qui ne croient pas vraiment qu'ils auront des retraites plus tard, ne pourront vraiment pas compter sur un système de retraite. Vous avez besoin de réformer les retraites et de demander, si on vit plus longtemps, de travailler un peu plus longtemps. Mais derrière cela, si vous n'avez pas la justice sur une réforme qui demande des sacrifices, elle ne peut pas être acceptée, elle ne peut pas être comprise. Je vous dis cela, je n'ai pas seulement été ministre du Travail, mais si je me rajeunis encore plus, j'étais le rapporteur du texte en 2003, où nous avons augmenté la durée de cotisation, mais nous avions mis au même niveau, pas en rattrapage un peu de justice, on avait mis au même niveau la question des carrières longues, ce qu'avait demandé d'ailleurs à l'époque la CFDT. Ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, partaient enfin avant 60 ans. Si vous ne placez pas la justice au cœur de votre réforme, les Français ne l'acceptent pas. Xavier Bertrand, le président de votre parti, auquel vous appartenez toujours, à ma connaissance, les Républicains, quand la réforme a été présentée au moment du 10 janvier, a dit que le parti, les députés, étaient prêts à voter cette réforme. Il a parlé trop vite? J'ai une divergence avec lui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire oui à la réforme, oui à cette réforme. Pour moi, il faut y mettre de la justice. Mais vous l'avez rappelé vous-même. Dans le cœur de mon combat, c'est aussi mon histoire personnelle, familiale, il y a la question des classes moyennes. Il y a la place du travail, la valeur du travail. Derrière cela, vous ne pouvez pas aujourd'hui oublier celles et ceux qui symbolisent le travail et qui vont être les premiers sacrifiés. Quelqu'un qui, par exemple, a commencé entre 18 et 20 ans, il n'a pas fait forcément beaucoup d'études supérieures. Il n'a pas forcément les plus gros salaires. Ce que je dis n'est pas une règle absolue, mais quand même. Mais c'est à lui qu'on va demander l'effort supplémentaire. C'est pas normal. Ça veut dire, Xavier Bertrand, qu'aujourd'hui, le président de votre parti n'a pas mandat pour parler au nom de tous les élus, les Républicains, qu'il ne représente pas l'intégralité de ses députés et de ses grands élus, comme vous, président de région. Qui va voter ce texte? Les parlementaires. Et aujourd'hui, on le voit, beaucoup de nos parlementaires symbolisent aussi ces catégories populaires, ces classes moyennes. C'est aussi comme cela qu'ils ont été élus. Et ils savent pertinemment que cette valeur travail, il ne s'agit pas seulement d'en parler, il s'agit de l'incarner. Et à l'occasion de la réforme des retraites, le travail, la justice, les catégories populaires, les classes moyennes, on ne doit pas les oublier. En tout cas, moi, je ne les oublierai pas, et eux non plus. Il y a certaines oppositions qui proposent, pour trancher le débat, d'en passer par référendum. Est-ce que ça peut être une solution pour sortir de cette impasse? Quelles oppositions? Les extrêmes? Le Rassemblement National. Alors le Parti Socialiste aussi, Rassemblement National, France Insoumise, Parti Socialiste, pour en citer quelques-uns. Pourquoi ils n'ont rien à proposer
ce sujet ne serait pas éminemment sérieux, je pourrais dire que ce sont des rigolos dans Donc les extrêmes. c'est non au référendum. Le vrai sujet, ça a été très bien expliqué tout à l'heure sur le tableau, c'est en plus, si c'est oui ou non à cette réforme-là, on connaît d'ores et déjà la réponse. Ce sera non. Les extrêmes, si vous leur demandez de présenter leur réforme, ils vont bien être en peine. Parce que si les extrêmes appliquaient leur programme, alors là, pour les retraités, c'est la fin du niveau de vie des retraités et c'est la fin des systèmes de retraite. Ceux qui n'ont rien à proposer sont en train de cacher le fait que leur zéro proposition, c'est une baisse du système des retraites et c'est aussi un affaiblissement de la retraite par répartition. Mais ça, vous inquiétez pas, ils vont chercher par tous les moyens à critiquer sans rien proposer. Moi, je propose. Et je ne suis pas le seul à proposer. Nombre de parlementaires sont dans cette même logique. S'il n'accepte pas vos propositions, le gouvernement va se retrouver dans la situation de devoir faire un 49.3. Est-ce qu'une réforme qui passerait par 49.3 serait illégitime, serait problématique à vos yeux? Ah, je pense que ce serait grave. Attention, le 49.3, il existe dans la Constitution, et heureusement qu'à l'époque, il a été pensé et prévu. Mais ça voudrait dire donc qu'il n'y a pas eu de recherche de dialogue avec les partenaires sociaux, et qu'il n'y aurait pas non plus de recherche de dialogue avec l'ensemble des parlementaires, enfin l'ensemble des parlementaires qui sont prêts à faire preuve de responsabilité. C'est ça le fond du problème. Mais avant le 49.3, vous savez qu'il y a un autre article de la Constitution, le 47.1, on est bien contraindre le temps des débats. Parti pour l'appliquer, c'est-à-dire qu'au bout de 20 jours, terminé, il n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale, ce qui pourrait arranger le gouvernement. Mais tout cela, ça peut sembler être très technique. Non, la réalité, c'est qu'on est dans une France de l'après-Covid, où la question du sens du travail doit être clairement posée. Et c'est pas ce que le gouvernement fait. Non, parce que si on était sur les priorités les plus urgentes pour nos concitoyens, on serait aujourd'hui sur énergie, pouvoir d'achat, inflation. Et on serait sur la santé. Mais est-ce que c'est pas encore ce que le gouvernement fait? Les boulangers manifestaient en début de semaine. Le gouvernement a rappelé tous les dispositifs d'aide mis en place. Les carburants, il n'y a plus certes de remise à la pompe pour tout le monde depuis le 31 décembre, mais il y a un chèque qui va concerner 10 millions de personnes. Est-ce que c'est pas précisément la politique qu'il faut mener face à ces enjeux? Je vais vous dire ce que je leur reproche. Déjà, c'est de se réveiller trop tard. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'élus comme des présidents de région. Je n'ai cessé de les interpeller. Ils ont toujours un temps de retard. Comme au moment des pénuries de carburant, ce n'était pas vrai, on ne manquait pas de carburant. Ils réagissent toujours trop tard et ils réagissent de façon toujours partielle, sans aller jusqu'au bout des choses. Les boulangers, alors vous êtes aidés jusqu'à 10 salariés et au-dessus, vous mourrez en silence ? Et puis derrière, ils ont fait les gros yeux aux énergéticiens. Pourquoi pas une répartition de la facture 3/3, le surcoût, 1/3 l'État, ce qu'ils font à peu près pour les petits seulement, 1/3 les énergéticiens, 1/3 les entreprises concernées. Et dans ce tiers-là, moi, région, je suis prêt à aider justement les miens, ceux de ma région. Pourquoi, à chaque fois, ce sont des réponses partielles? Et vous avez vu en plus, là, le bazar administratif pour faire les aides. Vous avez vu les articles. Le gouvernement dit qu'il suffit d'aller sur le site de son fournisseur et de se déclarer TPE. Qu'ils le fassent. Pourquoi vous avez des gens qui sont aujourd'hui complètement étranglés, qui, quand ils voient les formalités, baissent les bras? C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est tout simplement que tout est trop compliqué. Et ce que je reproche, vous voyez, à chaque fois, c'est d'oublier encore une fois les classes moyennes. Vous avez parlé du chèque carburant. Le chèque carburant, il est né dans une région, les Hauts-de-France, voilà quelques années. Sauf que nous faisons jusqu'à 2 SMIC en dehors des primes. C'est-à-dire que j'oublie pas les classes moyennes. Aujourd'hui, il faut bien voir que dans les enjeux essentiels de notre pays, on n'a plus le droit de laisser se déclasser, fragiliser les classes moyennes. Xavier Bertrand. Et ça restera mon combat pour les retraites comme pour le reste. Mais est-ce que tout ce que vous venez de décrire, et tout le début de notre entretien l'a peut-être montré aussi, ça n'annonce pas la victoire de Marine Le Pen en 2027? Parce que c'est ces élus qui sont aux côtés des boulangers dans la manifestation, c'est elle qui, dans la campagne, a réussi à faire émerger ce thème du pouvoir d'achat, c'est elle qui est arrivée au 2e tour de la présidentielle. C'est aussi la crainte que beaucoup d'entre vous, politiques, ont. Est-ce que vous la partagez à titre personnel? Rien n'est jamais inéluctable en politique parce que ce sont les Français qui choisissent, et les Français veulent toujours choisir l'espoir pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Le Front National a toujours surfé sur les colères et sur les misères, sans apporter la moindre solution. Je suis bien placé pour vous en parler dans ma région. Je n'ai jamais été gêné par leurs propositions, jamais. Vous avez gagné face à eux, mais au niveau national, ils ont réussi à avoir 89 députés. Et en les faisant reculer à la dernière élection régionale, ils ont reculé de 15 points. Donc le problème n'est pas de les contenir, mais de les faire reculer comment? En ne racontant pas d'histoire aux Français et en se battant pour eux. En se battant pour eux tous les jours et en essayant d'apporter des solutions. Et est-ce que vous le ferez en 2027, vous? Est-ce que c'est une échéance qui vous intéresse? Je vais déjà le faire dès cette année, je vais continuer à le faire pour que, à la fois dans ma région et au titre de mon mouvement, Nous France, on puisse apporter des solutions aux Français. Parce que je sais bien qu'aujourd'hui, quand on est en colère, on se dit on n'a pas essayé le Front National. Bien, je vais vous dire une chose,
quand vous voyez réellement leurs projets, quand vous voyez l'absence de solution, notamment sur les retraites, il vaut mieux pas les essayer. Est-ce que Laurent Wauquiez peut être la solution pour votre famille politique? C'est ce que propose Éric Ciotti pour le coup, C'est juste le candidat d'Éric Ciotti alors. pas le vôtre. Vous connaissez ma réponse. Et puis, on ne va pas commencer à la fin de cet entretien, on a parlé de sujets très concrets, commencer à faire de la spéculation sur les élections présidentielles de 2027. Alors là, s'il y a bien un sujet qui aujourd'hui n'intéresse absolument pas les Français, c'est ça. Les candidats autoproclamés, les candidats d'un tel et un tel, on s'en moque aujourd'hui. On s'en moque. Les Français, quand ils nous regardent, quand ils consentent encore à écouter un responsable politique ou à le regarder, veulent juste savoir si c'était toi, ça serait mieux ou pas? Et est-ce que tu serais capable de le faire? Et la réponse à ça, c'est de se battre pour eux, c'est de se battre pour les Français, comme dans tous les domaines. Vous avez lancé beaucoup d'appels et passé beaucoup de messages dans cet entretien sur des sujets, vous avez raison, très importants pour la vie quotidienne. Est-ce que vous en parlez avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a un dialogue, un contact? Vous êtes président de région, je le disais, est-ce que le président de la République, la première ministre ou les ministres vous appellent? Certains ministres, oui. Il y a des ministres, notamment comme Roland Lescure sur l'industrie, où on travaille bien ensemble pour essayer de trouver les solutions. Quand il y a des problèmes, notamment quand il y a eu l'entreprise Carlyle dans ma région dernièrement, parce qu'il y avait aussi des enjeux d'indépendance, ça peut arriver, il y a d'autres ministres qui ont demandé justement à ce qu'on puisse se parler, et à chaque fois je réponds oui Sur sans les hésiter. TER avec le ministre des Transports, vous l'aviez fait? Oui, je l'ai fait, oui. Pour l'instant, j'attends un peu la suite, mais oui, je l'ai fait, mais avec la Première ministre et le Président de la République, la réponse est claire, c'est non. Merci beaucoup, Et je le Xavier déplore. Bertrand, d'avoir été Merci. notre invité ce matin. Vous le déplorez donc, cette absence de contact avec l'exécutif, Alors que dans beaucoup de pays, ça se fait, notamment l'Allemagne. et pas suffisamment à vos yeux ici.